Je vous propose de passer à notre deuxième table ronde sur le sujet de la formation et je vais laisser Jean-Philippe démarrer. Merci Madame Sabadotto. Ravi de continuer, de voir de nouvelles têtes arriver. Donc la deuxième table porte sur la question de la formation. Vous m'entendez bien? Il fonctionne le micro? Ouais. Porte donc, comme le nom l'indique, sur la formation. Alors au départ, je voulais faire une introduction, mais il me semble, mais mes collègues le diront, tout a été dit dans la première table sur finalement les questions que pose l'introduction de nouveaux dispositifs, de nouveaux outils. Pourquoi cette table a tout posé? Puisqu'on voit bien que les questions qui ont été soulevées par les précédents intervenants, ce sont les questions d'introduction d'un nouvel outil, comment finalement il modifie à une échelle individuelle des pratiques professionnelles, nécessite l'acquisition de nouvelles compétences, comment il transforme aussi potentiellement les organisations du travail, comment, et c'est intéressant qu'il y ait un concepteur, comment ça retravaille aussi l'implication du destinataire, utilisateur que va être le professionnel dans la solution avec le concepteur. Bref, ça ne sert à rien de faire très très long pour comprendre qu'il y a inévitablement des enjeux de formation, donc sur lesquels on va revenir tous les quatre, enfin surtout tous les trois. Moi, je vais surtout vous interpeller sur des enjeux de formation initiale, continue. C'est que finalement, comment ces outils-là peuvent prendre place dans des écosystèmes professionnels, comment on anticipe, et si je lis avec les autres tables, il y aura une dernière table sur l'attractivité, il y a aussi tout un tas d'enjeux autour de comment finalement on arrive encore à rendre ces secteurs du médical et du médico-social attractifs. Bref, tout a été dit. Donc le plus simple, c'est de commencer par vous présenter, et puis en plus on démarrera. Donc Drifa Moussata, vous êtes professeur des universités et praticienne hospitalière au sein du service d'hépato-gastro-entérologie sur le site Trousseau. Hubert Lardy, vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier au sein du service de chirurgie viscérale pédiatrique sur le site Clocheville et également co-responsable du centre de simulation Médicime. Et à ma gauche, sur la table, je veux dire, Thierry Brouard, vous êtes enseignant-chercheur en informatique en faculté des sciences au sein de l'université de Tours. Donc ma première question, finalement, j'ai envie qu'elle soit relativement simple, c'est, et encore une fois, la première table l'a dit, quand on dit formation et technologie, formation et numérique, je pense qu'on parlera un peu aussi d'intelligence artificielle. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que spontanément ça évoque pour vous ? Quels finalement sujets et questionnements vous viennent immédiatement quand on parle de ces outils-là? Alors peut-être Drifa et Hubert, dans votre métier de médecin, mais également d'enseignant, parce que vous êtes aussi enseignant, et puis Thierry, peut-être comme informaticien qui de fait est de plus en plus concerné par le numérique et l'IA. L'élégance veut que Drifa commence. Alors je dirais que... aujourd'hui même, je dirais que le numérique, pour moi, c'est d'abord l'AMI, puisque je suis porteuse du projet AMI Santé Numérique, et l'oral est la semaine prochaine. Donc, le projet a été élaboré sur les deux universités d'Orléans et de Tours, en formation initiale et en formation continue. Donc, je dois dire que depuis plusieurs mois, je baigne un peu dedans. Et comme vous l'avez dit, ma fonction en tant que professionnelle, alors hospitalière, mais également enseignante, moi, le numérique, c'est surtout des outils. Dans l'enseignement, je dois dire que ça a un peu chamboulé cette façon d'enseigner que nous avons connue, enfin moi que j'ai connue, mais je pense qu'Hubert dira la même chose, c'est-à-dire du haut vers le bas. Maintenant, nos étudiants, ils viennent en cours, ils connaissent déjà le cours en général. Et donc, on se met un peu au même niveau et nos outils maintenant font que dans un cours, eh bien, c'est beaucoup de va-et-vient, on échange et donc on n'a plus du tout cette fonction, cette position de on apporte le savoir. Le savoir est apporté de nos étudiants et par contre, on vit, on pratique différemment. Alors,
tout à l'heure, sur la table précédente, on a parlé de remplacement. Enfin, moi, je n'ai pas du tout cette vision-là et je parle plutôt d'outils. Je ne suis pas du tout dans la crainte de voir me faire remplacer pour les fonctions, qu'elles soient hospitalières ou universitaires. Je pense qu'il faut au contraire maîtriser, développer ces outils. Et la semaine dernière, vendredi dernier, on a eu notre journée pédagogique. C'était très intéressant parce que on a le patient qui rentre à l'université, on a eu des échanges avec nos étudiants et en fait, on ne crée pas un bon outil sans avoir au préalable défini les objectifs et vu avec la personne cible quel est l'objectif. Et c'est ça qui est, à mon avis, très intéressant dans cette façon de voir, de s'accaparer ce numérique. Mais je vais laisser Hubert continuer. Merci Drifa. Effectivement, l'objectif en simulation, c'est la base de tout. On définit l'objectif pédagogique avant de bâtir un programme de simulation. Lors de ce séminaire pédagogique, on a beaucoup parlé d'attractivité. La région Centre-Val de Loire est un très vaste territoire. Alors moi, je vais parler de ce que je connais, c'est la formation des internes de chirurgie. Et dans le cadre de l'école de chirurgie Tourangelle, on réfléchit à l'attractivité pour les internes de chirurgie qui sont dans les territoires, parfois à Montargis, Dreux, Chartres, et qui ont besoin de se former, qui prennent des gardes aussi, donc qui ne peuvent pas venir un lendemain de garde à la faculté de médecine, qui est la seule faculté de la région Centre-Val de Loire. Et donc, c'est compliqué. Et donc, les internes demandent des outils de réalité virtuelle pour pouvoir se former à distance. Ça fait partie de leurs demandes. Ça, c'est un premier point qu'il fallait évoquer. Donc, on a répondu à cette question dans l'école de chirurgie en montant alors, ce qu'on a appelé pompeusement un pôle de réalité virtuelle augmentée, où il y a des simulateurs pour apprendre la celliochirurgie, la chirurgie mini-invasive, mais aussi l'arthroscopie, l'endoscopie urinaire, bientôt l'endoscopie digestive, avec toutes les équipes de gastro-entérologie. Il y a des camions mobiles, donc l'industrie s'est emparée de ce concept. Il y a des camions mobiles qui sont équipés de simulateurs de réalité virtuelle qui circulent dans les territoires. Donc ça, tout ça, c'est intéressant. Si on descend au deuxième cycle, il y a des outils numériques qui sont assez intéressants et novateurs et questionnants. La table d'anatomie virtuelle, on peut disséquer un corps complètement virtuellement, dans tous ces tissus jusqu'à l'os, de la peau jusqu'à l'os. Bon, évidemment, les anatomistes purs et durs hurlent parce qu'ils sont encore, et probablement à juste titre, sur le tableau noir avec la craie. Mais c'est des outils qui sont utilisés aujourd'hui. On peut apprendre la sémiologie, on peut apprendre à parler, à poser des questions à une table virtuelle. Elle nous répond en fonction des symptômes que décrit le patient. Donc tout ça, c'est intéressant. Je ne voudrais pas monopoliser trop la parole, mais on parle beaucoup des ECOS. Les ECOS, c'est les examens cliniques objectifs et structurés. Ce sont des épreuves que l'on fait passer aux étudiants en médecine pour évaluer leurs compétences relationnelles. Et donc, on forme pour cela des patients standardisés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient reproductibles pour qu'il n'y ait pas d'inéquité entre les patients, et des professionnels de santé standardisés. Eh bien, l'intelligence artificielle peut nous permettre aujourd'hui de fabriquer des robots humanoïdes qui sont porteurs d'émotions et qui peuvent simuler un patient. Donc, il y a des équipes, en particulier à Limoges, qui travaillent sur ce sujet. Donc, c'est très questionnant et c'est probablement une des voies d'avenir. Puis juste un dernier petit mot, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire plus il y a de la technologie, en particulier dans les blocs opératoires, plus l'humain est indispensable. Et pour vous citer un exemple qui est assez remarquable à mon sens, à l'école de chirurgie robotique de Nancy, moi je fais de la chirurgie robotique en pédiatrie, à l'école de chirurgie robotique de Nancy, les formateurs, ce ne sont pas des chirurgiens, ce sont des pilotes de l'armée de l'air qui apprennent le fonctionnement en équipe aux jeunes chirurgiens. Pourquoi ? Parce que c'est la communication la plus importante dans une équipe de robotique. Donc plus la technologie est importante, plus l'humain a de place dans un bloc opératoire. Je suis un peu long. Juste Thierry, pour peut-être casser un peu cette vision optimiste, est-ce que vous allez confirmer que intelligence artificielle, numérique, IA, etc., c'est intéressant alors volontairement pour que la
la noble assemblée comprenne. On a souhaité justement qu'il puisse y avoir des utilisateurs que vous êtes, avec quelqu'un, je ne sais pas si je peux dire de l'autre côté, mais en tout cas qui est tout aussi impliqué, mais ça Thierry le dira bien mieux que moi, dans la formation d'étudiants. Donc peut-être une première réaction à cette vision que je crois entendre plutôt positive, outil de l'innovation technologique. Merci. Donc moi, je vais parler en ma casquette d'enseignant-chercheur, donc enseignant en fac des sciences où j'enseigne l'informatique, donc essentiellement la manière de construire des logiciels qui doivent être fiables pour le monde professionnel. Et puis en tant que chercheur en informatique, parce que depuis à peu près 25 ans, je suis au laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée de Tours, là, qui est sur le site des Deux Lions, dans les locaux de Polytech. Et je m'intéresse à des questions d'apprentissage automatique, donc de machine learning, donc des outils qui vont construire des modèles numériques pour ensuite simuler des décisions humaines. Il ne vous aura pas échappé depuis 18 ou 20 mois qu'on nous rebat les oreilles un peu partout avec des histoires d'IA. Donc l'IA, c'est beaucoup plus ancien que ça, mais on compte qu'aux alentours de 2012, on a fait quand même un certain nombre de progrès dans un tas de domaines différents qui font que des choses qui avant n'étaient pas spécialement fonctionnelles parce qu'on n'avait pas assez de données, notamment parce qu'on n'avait pas assez de moyens de calcul, sont devenues réellement opérationnelles. Et donc, on a pu ouvrir tout un champ de recherche qu'on avait un petit peu mis dans le placard depuis quelques années, simplement parce qu'on a eu ces possibilités de pouvoir, notamment, comme le disait Hubert, faire énormément de simulations et voir si ces choses-là réellement pouvaient s'appliquer déjà en laboratoire et puis ensuite les mettre sur le terrain. Il ne vous aura pas échappé également qu'on a prédit la fin du travail, la fin du monde, tout un tas de choses. Alors ça, je ne sais pas si... L'informatique, c'est un outil, donc elle peut permettre le meilleur comme le pire, mais à peu près comme n'importe quel objet qu'on est capable de fabriquer. Donc ça va surtout poser des questions en termes d'éthique, notamment, et de qu'est-ce qu'on veut réaliser avec ces outils-là. Nous, ce qu'on voit également, alors dans ma pratique moi quotidienne, c'est que cette intelligence artificielle notamment, alors au départ des outils qui n'étaient peut-être pas si intelligents que ça, mais en tout cas des logiciels qui nous assistaient dans la manière de faire des cours, et donc petit à petit avoir des manières un peu différentes d'enseigner plutôt que la traditionnelle craie et tableau. C'est-à-dire qu'au départ, on attendait sans doute pas mal de facultés d'abstraction des étudiants pour qu'ils arrivent à reconstruire ce qu'on essayait de leur expliquer. Et puis petit à petit, on a essayé d'illustrer ça avec des logiciels et donc ils pouvaient constater par eux-mêmes à travers un certain nombre d'expérimentations ou là aussi de simulations pour savoir si effectivement ils avaient bien acquis les concepts. Et donc petit à petit, on a délégué sur des outils informatiques des choses qu'on faisait en travaux pratiques, mais encadrés. Alors là, on le fait de moins en moins encadré avec... aujourd'hui, on a des plateformes qui arrivent à monitorer ce que l'étudiant fait, lui distribuer ce qu'il fait en fonction de ce qu'il a compris parce qu'il y a des outils qui tracent ce qu'il voit, ce qu'il fait, ce à quoi il répond, est-ce qu'il a eu bon, est-ce qu'il a eu pas bon, de manière à avoir une sorte de parcours qui va être petit à petit individualisé. Donc au départ, sur des outils peu intelligents, donc on conçoit nous-mêmes les scénarios, et puis petit à petit des outils plus intelligents, où là, par la remontée des données observées d'après les comportements de l'étudiant, une intelligence artificielle adapte le parcours d'enseignement. Juste, évidemment, on ne va pas faire comme si de rien n'était. On a préparé un peu cette table, et quand on l'a préparée, on s'était dit que finalement, sur cette question de la formation, je vais le résumer comme ça, et puis vous me direz les uns et les autres ce que vous en pensez, qu'il y avait une distinction à faire entre la formation au numérique et la formation par le numérique. Et la formation au numérique, c'est un peu ce que vous avez présenté dans la première table, c'est finalement comment on intègre ces outils dans les pratiques et dans les métiers. Et puis, la question de la formation par le numérique, c'est plutôt un nouveau support de transmission des connaissances. Alors, c'est vrai que ça donne envie de réagir, mais c'est l'objet, et j'espère que la salle réagira aussi. Mais quand Hubert et Drifa, on parle de camions mobiles, de tables de dissection virtuelle, que plus il y a de technique, plus il y a d'humains. On a quand même, pour les plus anciens d'entre nous, il y en a quelques-uns, Bernard, je ne te désigne pas particulièrement, mais on est quelques-uns à avoir quand même connu l'introduction de l'ENT à l'université, où, et j'avais annoté cette phrase, des ingénieurs pédagogiques qui disaient « Donnez-nous vos cours et nous allons les sublimer ».
Et on avait vu quand même que cette formation par le numérique avait nécessité quand même, du point de vue des formateurs historiques, quand même quelques résistances. Et voilà, je voulais aussi avoir votre réaction sur la formation au numérique ou par le numérique, parce que on peut aussi imaginer que ça bouscule un peu les façons traditionnelles de transmettre une connaissance, un savoir, les fameuses questions de compagnonnage auxquelles on sait que vous êtes très attaché. Par rapport à ça, vous auriez des remarques? Et puis Thierry, toi qui le vois aussi, puisque tu nous as dit en préparation que, je vais mal le dire, mais il me semble qu'il nous a été dit que pendant très longtemps, les informaticiens créaient pour eux-mêmes, et puis à un moment donné, ils se sont aperçus qu'il y avait des destinataires un peu de ce qu'ils créaient, et que ça changeait un peu l'ordre des choses. Voilà. Alors j'ai le micro, je vais peut-être commencer. Ce qui est enfin, moi, je vis ça un peu comme une période de transition, un petit peu, parce que en tant qu'enseignant, et je l'ai vu dans le projet de l'AMI, c'est-à-dire que j'ai dû m'investir et comprendre et me renseigner, etc. On n'est pas, c'est pas inné, quoi. Il faut acquérir certaines notions, et c'est à vous de les transmettre. Donc, c'est d'autant plus difficile pour nous où notre enseignement, c'était pas du tout ça. Et donc, il faut se mettre, entre guillemets, à la page et avoir une certaine maîtrise. Et ce qui est intéressant, c'est cette transversalité. C'est-à-dire que vous travaillez avec des gens qui, de prime abord, n'ont rien à voir avec votre enseignement, mais qui sont là pour développer, potentialiser le lien, l'enseignement, la transmission. Mais je le vois aussi dans la formation continue. Je dois dire que c'est un point, et c'est à mon avis stratégique. C'est-à-dire que vous devez, nos pratiques se modifient, le lien avec le patient se modifie, vous devez faire acquérir une maîtrise de ces outils à des gens qui sont dans le soin, qui font ça depuis très longtemps, et il va falloir trouver, et c'est ce qui est, moi je trouve très, très intéressant, et c'est un vrai challenge, il va falloir mettre en place un lien entre le soignant et la maîtrise de l'outil, et comment on fait, et encore plus par des gens, enfin, c'est peut-être aussi un atout, on est passé par là, c'est-à-dire qu'on doit s'intéresser, alors il ne faut pas en avoir peur, il faut pas, au contraire, il faut savoir enrichir les outils, et donc il faut le numérique, il faut savoir pourquoi on l'utilise et le but. Donc, formation au numérique, par le numérique, c'est deux choses complètement différentes. Et les études qui ont comparé, parce que certes, on a des outils qui se développent, mais il faut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on fait mieux. Et j'ai envie de dire, c'est pas mieux ou moins bien, c'est différemment. Mais encore une fois, voilà, il faut accompagner les gens, il faut savoir pourquoi on le fait et ce que ça va apporter. Et on n'arrivera jamais. Et je pense encore une fois à la formation continue qui me paraît plus difficile parce que vous êtes dans le quotidien, vous devez changer quand même les habitudes des professionnels, et donc il faut aussi trouver les mots et convaincre le professionnel que c'est un atout et non pas un énième. Je me souviens les ordinateurs, le dossier médical, quand il est rentré dans les services, ça a changé l'ambiance. Il n'y a qu'à regarder dans les services. Vous avez des infirmières qui passent plus de temps sur l'informatique que dans la chambre. Et ça, on l'a vécu. Et maintenant, c'est comme ça, donc on réfléchit même plus. Mais moi, j'ai vécu cette transition. Et donc, il faut aussi comprendre pourquoi on l'a fait et ce que ça nous a apporté. Enfin, c'est des exemples comme ça qui font que tous les jours, on doit se remettre en question et bien suivre les choses. En complément, ce que je peux dire, c'est confirmer qu'on est effectivement complètement dépendant du numérique et de l'informatique par nos logiciels patients. Moi aussi, je fais partie des anciens, donc j'ai connu la prescription papier
dans les services. Et quand on ressort des vieux dossiers, on retrouve les traces d'écriture où on prescrivait tous les médicaments sur papier. Et quand le premier logiciel de prescription numérique est arrivé, on a hurlé. Et puis on se l'est approprié. Et quand on a changé de logiciel, on a hurlé de nouveau parce qu'on nous arrachait un outil qu'on s'était approprié. Donc voilà, on est complètement dépendant de ça. Ça change aussi nos rapports avec les patients en consultation. Parce que souvent le médecin regarde l'écran et tous ces logiciels, le logiciel d'imagerie, le logiciel où il rédige l'observation médicale du patient en train de lui parler. Et moi, ça m'a posé des questions quand on a refait nos salles de consultation. J'ai demandé à nos ingénieurs, mais mettez-nous des écrans comme chez les notaires, vous savez, où le client voit en même temps l'acte notarié se rédiger. Et donc, il faudrait faire ça pour les patients, pour que le patient puisse voir ce que le médecin écrit ou lui montrer l'imagerie. Pour les externes, les étudiants, puisqu'on parle de formation, c'est une vraie révolution aussi. Alors, le patient arrive par les urgences, il y a une observation médicale numérisée qui est faite. L'externe du service fait un copier-coller de l'observation plutôt que d'aller réinterroger la famille pour essayer de tirer des éléments de l'histoire qui pourraient orienter vers le diagnostic. Donc il faut mettre en alerte les externes, les étudiants en médecine, en disant attention, n'oubliez pas le contact avec le patient. L'observation médicale, certes, c'est quelque chose. Avant, on faisait ça sur papier, maintenant c'est du numérique, mais le copier-coller est assez facile à faire. Voilà. Et puis, c'est un concept dans nos organisations aussi qui peut changer. J'ai entendu des directeurs d'hôpitaux nous dire, quand on a voulu refaire le projet du nouvel hôpital Trousseau ou Clocheville, enfin sur Chambray, on nous a dit maintenant, il n'y aura plus de bureaux médicaux, parce qu'il n'y a plus besoin, maintenant vous avez des chariots mobiles, des tablettes, vous n'avez plus besoin de vous asseoir. Donc on leur a expliqué que si, les médecins avaient besoin quand même de se poser dans des bureaux, ne serait-ce que parfois pour recevoir des familles. Voilà. Donc ça change dans nos organisations. Je vais ajouter à cela la téléconsultation, où vraiment ça change le lien aussi avec le patient. Mais en même temps, ça rend service. On est dans une région où les patients font 2 heures pour venir nous voir. Enfin, c'est pratique, tout le monde... Enfin, moi, j'en fais beaucoup parce que... Alors après, il faut choisir l'indication. Il faut le patient, l'indication, mais enfin, ça facilite, surtout avec les délais qu'on a, ça facilite la tâche. Je ne sais pas trop ce que j'ai ajouté, moi. Je peux ne rien dire, je passe alors. Formation au numérique. Là, dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, on entend souvent parler de changement. Et qu'à chaque nouveau changement, il y a un monceau d'inquiétude. Est-ce qu'on va encore être capable d'être aussi efficace dans notre travail au quotidien avec ce nouvel outil ? Puisque, a priori, l'informatique, elle est là normalement pour nous simplifier la vie, pour fluidifier les choses. On se rend compte au quotidien que ce n'est pas toujours le cas, en fait, parce que les produits ne sont pas nécessairement pensés pour pouvoir être communicants les uns avec les autres, où chacun aime bien avoir ses petites normes, donc réussir à... C'est aussi un argument commercial, hein, réussir à être complètement interopérable avec les autres, ce n'est pas forcément si évident que ça. Donc dans cette formation au numérique, je crois que ce qu'on essaye en premier lieu, c'est d'essayer de former les étudiants à être adaptables, mais par eux-mêmes. Qu'ils soient capables en se disant, tiens, il y a un nouvel outil, je ne le connais pas, on va me demander d'être opérationnel dessus dans quelques jours peut-être, ou quelques semaines, ou quelques mois, ça dépend du temps qu'on me donnera. Comment est-ce que je m'y prends et quelles sont les compétences que je devrais avoir pour être capable de m'adapter à ça ? Alors on voit dans nos jeunes générations qui arrivent que globalement ils sont nés avec du numérique, soit des ordinateurs, soit des smartphones, soit des choses comme ça. Donc normalement ils n'ont pas spécialement peur d'utiliser ces outils-là. Mais des fois ils ont tendance à croire que parce qu'ils savent utiliser, ils vont être capables notamment de faire des études d'informatique. Et ça, c'est déjà une autre difficulté, puisqu'en fait, on va les placer dans une situation de difficulté. On va leur dire, non, tu ne vas pas commencer à toucher un clavier, tu vas commencer par te poser, tu vas prendre ton cerveau, un papier et un crayon, et tu vas commencer par réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire. Et rapidement, souvent, ça déchante un petit peu, parce qu'ils n'avaient pas imaginé ça comme ça. Ils avaient imaginé un truc beaucoup plus fun, beaucoup plus drôle au quotidien, Et je crois que c'est une des difficultés qu'on a souvent eues, c'était de se dire, il y a un objectif, on va aller rapidement vers cet objectif, tel que nous on le conçoit, mais pas tel qu'il devrait être
construit, designé pour être utile au quotidien à ceux qui vont l'utiliser. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend dans les études d'informatique déjà depuis quelques années, en se disant, c'est très bien, vous savez programmer, c'est bien, vous êtes déjà des demi-informaticiens, mais il n'y a pas que ça. Il y a une expérience de conception qui est importante. Et donc, dans toute la partie formation, il faut que petit à petit, on les amène à ce qu'ils réagissent de cette manière-là, en disant, mon travail n'est utile que s'il facilite le travail des autres. En fait, en vous entendant tous les trois, ça m'amène à une réflexion qui est suite à une observation que j'avais eu la chance de pouvoir réaliser avec notre collègue commun Julien Berrouet en chirurto. Parce que voilà, on entend ce que vous dites, Drifa et Hubert, sur l'intégration, l'outil. Voilà, encore une fois, des phrases. Nos étudiants viennent en cours, mais ils connaissent déjà le cours, etc. Du côté de Thierry, on voit bien qu'il y a des transformations. Et j'ai souvenir, pour que la noble assemblée comprenne, on avait eu la chance avec mes collègues, on avait été invités à participer dans des modules de formation à l'introduction de casques de réalité augmentée auprès des chirurgiens, des internes en chirurgie orthopédique. Et pendant les observations que nous avons pu réaliser, on a discuté avec les anciens, les pairs, les formateurs, et puis bien évidemment les internes. Et moi, j'avais été très surpris parce que du côté des aînés, il y avait quand même ce discours qu'on entend, ce que vous dites, sur une forme d'efficacité, de précision. Alors en plus, eux, comme c'était sur la pose d'une broche sur une glaine, ils m'avaient expliqué que voilà, on gagnait beaucoup en précision. Et puis il y avait quand même en arrière-plan cette idée que c'était un métier de forte transmission du métier, de compagnonnage, et qu'on s'interrogeait chez les aînés. Mais eux, tout comme vous, étaient passés de l'autre côté. Mais il y a quand même cette question de dire, est-ce que les outils ne transforment pas un peu sur le plan strictement relationnel la relation entre celui à qui on transmet le savoir et celui qui le détient? Et puis, et je réagis à ce que dit Thierry sur l'effet générationnel, pour le dire très très court, sur les jeunes, dont on fait l'hypothèse qu'étant d'une génération qui est complètement technophile, elle adhère. Moi, j'avais été très intéressé d'entendre des internes me dire, alors oui, techniquement, ça apporte, il y a une efficacité, mais quand même, ouvrez les guillemets, je crains à terme de n'être plus qu'un exécutant de l'IA. Et on sentait qu'eux-mêmes avaient une vraie crainte, c'est qu'à travers ces nouveaux outils, il y ait quelque chose qui soit une sorte de perte un peu du métier, peut-être pas au niveau du savoir, mais des conditions dans lesquelles on transmet le savoir, mais surtout un peu des primautés, des hiérarchies, en disant finalement, demain, si je ne fais qu'obéir à une machine, peut-être que mon intérêt sera moindre du point de vue des élèves que j'aurai en face de moi, puisqu'ils me diront, en fait, je peux avoir l'information. Voilà, je ne sais pas si vous avez une réaction à avoir à ça. Oui, bien sûr. Moi, je suis endoscopiste, donc on fait des gestes, on apprend à nos internes à manier l'endoscope, mais il y a deux choses, il y a manier l'endoscope et détecter les lésions. Et donc, il s'est développé un outil d'intelligence artificielle où vous avez l'ordinateur qui fait bip bip à chaque fois qu'il voit un polype pour ne pas passer. Or, les études ont montré qu'on est quand même assez performant sans bip bip. Et moi, je refuse que mes internes utilisent ce système. Et au contraire, je veux qu'ils apprennent d'eux-mêmes parce que, en fait, je pense que ce qui est préjudiciable dans le temps, c'est de se retrouver, c'est comme dans votre voiture où on ne sait plus lire les panneaux, d'ailleurs il n'y en a même plus des fois, et donc c'est la voiture qui vous dit d'aller à là, et puis vous vous rendez compte que vous faites le tour du pâté de maison alors que vous auriez mieux fait d'aller tout droit, et donc c'est un peu ça, et je pense qu'il faut que les apprenants sachent les bases. Et donc, les études ont montré qu'en fait, ce système-là nous permettait, sur les dernières endoscopies de la fin de journée, d'être plus performants. Où là, vous commencez à être fatigué et donc vous pouvez louper des polypes. Mais en pratique, c'est primordial que mes internes sachent détecter les polypes, les analyser, les caractériser pour savoir quoi faire. Certes, l'IA, c'est un outil qui peut être utile, mais il faut anticiper ce biais, je pense. Ça veut dire en fait que, si je traduis, c'est qu'il y a un impératif à ce qu'il maîtrise le cœur d'expertise et ne pas être dans une tentation de le déléguer à
à l'innovation, à la technologie, c'est ça en quelque sorte? Oui, c'est un peu ça. Comme s'il y avait, imaginons une panne ou un monde dans lequel on aurait plus tous ces outils-là et que vous soyez capable de... Oui, je rejoins complètement Drifa. On est complètement dans un compagnonnage, et ce compagnonnage, il ne peut pas être délégué. C'est-à-dire que la chirurgie mini-invasive, c'est le meilleur exemple. On n'a plus la palpation puisqu'on intervient avec des instruments qu'on rentre dans le corps. Et donc, quand vous opérez une tumeur, par exemple, et qu'elle est au contact d'un gros vaisseau, quand vous êtes à ciel ouvert, il suffit de mettre la main pour palper le vaisseau qui bat. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, l'intelligence artificielle ou la réalité virtuelle, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, permet de modéliser et de dire aux chirurgiens, attention, quand tu dissèques ta tumeur, le vaisseau il est à 1 mm, 1,05 mm, ah, paf, trop tard. Mais ça ne remplace pas le compagnonnage qui dit, attention, tu vas te payer le vaisseau là. Et ce compagnonnage, il est absolument essentiel. Alors pour modérer un peu ce propos, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est les imprimantes 3D dans la préparation d'un planning chirurgical, où ça c'est vraiment intéressant. Mais là on est encore dans le compagnonnage, c'est-à-dire qu'on peut modéliser une tumeur avec ses rapports vasculaires pour une chirurgie hépatique par exemple, ou bien quand on opère une malformation pulmonaire chez un enfant, eh bien on modélise l'architecture du poumon et on prévoit le plan de bataille en préopératoire. Donc ça peut être intéressant. Mais ça reste quand même du compagnonnage préopératoire. Et dernière chose qui est intéressante, c'est que le système assurantiel s'est intéressé à ça avec, bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais par exemple, Visible Patient, c'est une start-up qui a été créée par les Strasbourgeois, mise au point à l'IRCAD, et qui construit des modèles préopératoires qui sont, pour certaines compagnies d'assurance, remboursés pour le patient, parce que ça diminue le risque opératoire. Donc ça, c'est intéressant. Et juste avant de passer la parole à Thierry, et Thierry va comprendre ce qu'il s'avère qu'ensemble, on a participé à des formations intelligence artificielle où on mettait en dialogue sciences humaines et puis sciences de l'informatique. Et j'ai à l'esprit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette dame qui m'avait dit, moi j'ai essayé d'être positif, on lui disait, mais finalement, un peu ce qu'on disait à l'instant, quand les gens ont d'abord râlé, puis après ont accepté, puis après ils ont râlé. Je ne sais pas s'il est encore là, Jean-Patrick, mais Gilles aurait très bien pu expliquer qu'on avait eu la même problématique avec le tram à Tours, où ça avait râlé chez les commerçants, puis après qu'on avait dit, à ce moment-là, ils ne voulaient surtout plus qu'on enlève le tramway, etc., etc. Donc il y a une question de relation au changement et de rapport au changement. Mais tous les deux, est-ce que, indépendamment peut-être de vos spécialités, il y a des spécialités pour lesquelles ces questions-là se posent de façon peut-être plus cruciale. Je pense notamment à la radio, où il y a des secteurs où on voit bien qu'en termes de formation, Julien nous avait expliqué qu'on avait fait un café, je ne sais pas comment on dit, intellectuel, pour le faire bien ensemble. Il avait dit que moi, si je suis dans une situation aujourd'hui où j'ai un collègue qui a 1000, 10 000 même références radiographiques et une intelligence artificielle qui va me générer un diagnostic sur la base de 100 000 ou plus, je vais faire référence. Est-ce que par rapport à vos spécialités à vous, vous entrevoyez en termes de formation certaines spécialités chez vos collègues qui pourraient être plus exposées à ce qui était dit, c'est-à-dire ne pas déléguer au-delà du raisonnable? Moi, j'ai une collègue anapath. Ses internes me disent, lui disent, pardon, est-ce que dans quelques années, il y aura encore des anapathes? Parce que l'IA permet une lecture. Sauf que la spécialité, elle s'enrichit. Ils font énormément. C'est pas qu'une simple lecture maintenant. Donc, dans la spécificité de la spécialité, vous allez encore plus loin. Donc, c'est ce qu'on disait au départ, c'est que vous avez un outil, vous l'utilisez, mais ça ne veut pas dire que votre métier, il disparaît. Ça veut simplement dire que votre métier, il se modifie dans le temps. Et c'est à vous de vous l'accaparer et de construire autrement. En tout cas, c'est comme ça. Oui, il y a un domaine qui m'intéresse. On a un collègue neurologue pédiatre qui développe l'approche par l'hypnose et la thérapie par l'hypnose, et qui fait intervenir le petit robot Nao, je crois qu'il s'appelle Nao, et il fait des choses assez extraordinaires. Donc il y a une espèce de fascination de l'enfant sur ce robot et une adhésion au processus d'hypnose avec des avancées thérapeutiques qui sont extrêmement prometteuses. Voilà, c'est un exemple qui me vient en tête. Thierry, des réactions à...
Est-ce que vous allez faire Ouais, disparaître non, on va essayer que non. Vous voyez, plusieurs choses. Je crois que faire simple, c'est compliqué. Donc en informatique, idéalement, il faudrait que le produit numérique se fasse oublier, c'est-à-dire qu'on ne soit pas freiné dans notre utilisation par cet outil-là, et qu'il apporte tous les bons éléments au bon moment, aux praticiens ou à n'importe qui. Voilà. Donc ça demande quand même une grosse réflexion de la part des informaticiens, de se rapprocher très intimement des gens qui vont utiliser au quotidien, parce qu'il faut connaître parfaitement comment les gens vont être en situation de travail pour que ce logiciel apporte au bon moment l'information. Et puis, il faut qu'il y ait une interaction en même temps, de manière à ce que le logiciel, petit à petit, prenne conscience, alors je mets plein de guillemets, parce que ça reste un outil inanimé, de ce qui l'entoure, de manière à pouvoir avoir une sorte de supervision, dire attention, là il y a un souci, on n'est plus dans le protocole habituel, ou là il y a des données qui peuvent être aberrantes, ou là au contraire tout se passe bien, et bon, bref. Donc il y a toute cette chose-là. Vu que faire simple, c'est compliqué, ça veut dire aussi que d'un point de vue informatique, nous, ça va nous demander de relever un certain nombre de défis. Alors là, ils sont nombreux. Il y a principalement de la quantité de données à acquérir et à manipuler, à stocker, à rendre disponible au bon moment. Donc ça veut dire de la puissance de calcul, mais ça veut dire également énormément de recherche en algorithmique, notamment. Donc ça, c'est un de nos domaines phares de l'informatique pour faire des logiciels qui soient efficaces. Ça veut dire de plus en plus de la frugalité, puisqu'on parle de consommer moins d'énergie. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, ça consomme énormément de courant, ça consomme énormément d'eau pour refroidir les centres de calcul. Et petit à petit, on commence à se diriger vers des modèles qui sont moins gros, qui vont demander moins de calculs, qui vont être architecturés différemment, de façon à ce qu'on puisse aussi ne pas opposer développement technologique et intelligence artificielle à enjeux climatiques, notamment. Donc il y a toutes ces questions-là qui soulèvent dans la production de logiciels à la fois de la méthodologie, mais également beaucoup de recherche en informatique. Moi, mon souhait, c'est qu'on arrive avec l'intelligence artificielle à faire des humains augmentés et pas des humains diminués. Donc, humain diminué, ça voudrait dire que si l'outil tombe en panne, effectivement, la personne qui est assistée dans son travail ne sait plus faire le travail, ou en tout cas n'a plus l'efficacité nécessaire pour assurer ce travail de manière correcte. Donc ça, c'est pas forcément... on se rend compte sur le terrain que, notamment nous, on a des étudiants en informatique qui ne font plus forcément les efforts nécessaires pour acquérir un certain nombre de bases de raisonnement et de pratique, et qui se disent de toute façon la machine elle sait programmer pratiquement mieux que moi. Alors oui et non en fait. Sur quelque chose qui a déjà été effectué dans le passé et qui est répétitif, effectivement la machine sait le faire. Parce qu'elle a été abreuvée avec des millions d'exemples et donc globalement, si l'apprentissage a marché, normalement elle sait le refaire. Mais ce qu'on attend de toi, c'est pas de refaire ce que les autres ont fait. C'est à un moment donné d'être un peu en rupture et d'être innovant par rapport à un problème donné. Et donc c'est ça où on se bat un petit peu au quotidien, à faire comprendre aux étudiants que si la machine sait le faire à ta place et que tu n'apportes rien, tu ne sers pas à grand-chose. Donc, dans un métier qui est purement intellectuel et de production de code notamment, on voit aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui sont beaucoup moins chers que nous en production. Donc, ça veut dire que d'un point de vue développement économique, c'est pas forcément facile de réinternaliser un certain nombre de tâches sur le territoire. Et puis, d'autre part, si on n'apporte rien par rapport à ça, effectivement, petit à petit, les machines vont remplacer les gens. Mais là aussi, il faut être capable de bien délimiter qu'est-ce qui est informatisable parce que c'est souhaitable, parce qu'on veut un niveau de fiabilité qui soit très important, parce que la machine, globalement, si elle ne fait pas d'erreur de calcul, elle est capable de répéter à l'infini à peu près tout ce qu'elle fait, et elle va toujours le faire exactement de la même manière. Le processus est dit déterministe. Et qu'est-ce qui, au contraire, demande encore de l'intelligence? Et pour l'instant, il n'y a pas de machine qui réfléchit en tant que telle. Ce n'est que de la simulation de choses qu'elle a apprises à faire. Je vois juste, comme ce n'est pas ma spécialité de respecter le temps, comme le temps passe, j'aurais souhaité vous entendre aussi sur ce que Drifa a commencé à évoquer, formation initiale, formation continue. Alors, sans doute vous, plus Drifa et Hubert, parce que vous avez cette double casquette d'être à la fois des enseignants,
mais vous êtes également responsable de service. Est-ce que ces questions autour des nouvelles compétences à acquérir ou l'intégration de ces outils, elle est questionnée aussi pour les professionnels en place? Si je vous dis ça, c'est que nous, sociologues, parfois on a été étonnés, alors je vais le dire de façon très caricaturale, mais on nous a dit en gros, ne consacrez pas trop de temps aux professionnels déjà en place ou qui sont très élégamment un peu sur la sortie, parce que de toute façon, cette question-là, elle va se heurter à des habitudes professionnelles, etc. Misez plutôt sur la jeune génération. Alors, c'est d'autant moins flatteur que plus on avance en âge et plus on a l'impression qu'on est potentiellement concerné par ça. Mais sur la question de la formation continue ou des professionnels en place, comment vous travaillez aussi, Hubert l'a un petit peu dit, Drifa aussi, mais sur l'intégration de ces outils-là auprès de professionnels qui, comme tout un chacun, avaient des habitudes de travail, des habitudes de coopération? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement? Est-ce qu'on se pose? Est-ce qu'on se pose par des modules de formation, ou est-ce que c'est un petit peu au doigt mouillé ou selon les situations qu'on rencontre? Moi, je pense qu'on est très mauvais dans la formation continue, en tout cas. C'est sûr que c'est plus simple quand vous élevez et puis l'outil, enfin vous apprenez étant plus jeune, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple que quand vous avez vos habitudes, et Hubert l'a bien mentionné par rapport au dossier patient informatique. On a dû acquérir certains réflexes. Le problème de la formation continue, c'est que, alors là, l'IA, enfin tous les outils ne pourront pas remplacer ça, c'est qu'il nous faut du temps. Ça veut dire qu'il faut se poser, il faut discuter, échanger, argumenter, et ça, dans un service, on l'a pas. Donc c'est pour ça que, alors, pour pallier à ça, vous avez de l'aide, c'est-à-dire des gens à qui que vous pouvez appeler, et puis ils viendront vous aider quand ils pourront, etc. Mais je dois dire qu'en termes de formation continue, je m'en suis rendu d'autant plus compte dans l'AMI, dans le projet de l'AMI, où j'ai découvert aussi tout ce qui est paramédical et médico-social. Et moi, je pense à ces gens-là, surtout quand on parle de formation continue, parce que extraire ces personnes de leur lieu de travail, c'est extrêmement difficile actuellement. Donc, comment faire pour former les gens? Vous ne pouvez pas vous déplacer sur place. Bon, on a eu pas mal de discussions au sein de l'AMI à ce sujet, mais il faut être pragmatique aussi. Et à un moment donné, il faut se poser. Il faut se réunir, il faut prendre du temps. Et ça, moi, je dois dire que je suis assez pessimiste. C'est pas du tout... Hubert, le constat est le même? Oui, il me vient en exemple celui des abords vasculaires chez l'enfant. Voilà, le petit enfant a des veines fragiles, difficile de le perfuser. On a souvent des parents qui sont à côté de l'enfant qui n'aiment pas que leur enfant pleure quand on le perfuse. Et donc, il y a un compagnonnage important d'infirmière à infirmière, les vieilles infirmières puéricultrices qui forment les plus jeunes. Ensuite, on a réfléchi à des systèmes de simulation. Donc, il y a des bras de perfusion adultes ou enfants qui permettent de s'entraîner à faire des gestes. Voilà. Et puis, on a même inventé un petit robot Doppler muni d'un Doppler qui permet de repérer le flux veineux. Et à un moment donné, avec le calcul des distances, le robot va planter l'aiguille dans la veine. Et bon, ça ne prend pas ça. Ça ne prend pas parce qu'on revient à la notion de compagnonnage d'humain. Et en fait, ce petit robot, c'est un prototype qui a été parfaitement mis au point, mais qui n'a pas pris. Je pense que dans la formation continue des professionnels, il y a encore besoin de ce compagnonnage qui finalement remet un peu d'humain dans cet environnement technologique. Peut-être à moins que Thierry. Non, parce que est-ce qu'on passe Isabelle, on passe la parole à c'est à quelle heure nous arrêtons? 12h, ça veut dire 12h05. Est-ce qu'il y a des questions? Et puis, parce que moi j'en ai encore une autre derrière, et puis peut-être Thierry, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet de la formation? Oui. Thomas, il y a Thomas. Pardon. Non, il y a deux Thomas.
Mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Ah, est-ce que ça fonctionne? Il y a beaucoup de Thomas, oui. Donc je vais lever l'ambiguïté. Thomas Sigaud, Université de Tours, sociologue aussi par ailleurs. En fait, c'était pas franchement une question, mais plutôt un rebond sur les considérations que vous venez d'avoir sur la question de la formation tout au long de la vie et notamment de la formation des professionnels les plus expérimentés et les plus avancés dans leur carrière. Je sens que dans la recherche, en tout cas, on a aussi plus de mal à se former quand on vieillit, et puis commençant à entrer du mauvais côté de la carrière, c'est-à-dire plutôt vers la fin que le début, je m'en rends bien compte, c'est qu'il y a un décalage entre les responsabilités qu'on a et l'apport qu'on doit amener à notre organisation, c'est-à-dire qu'on doit être efficace, on doit porter des projets, on a la responsabilité de la formation des jeunes, du fonctionnement du service, et le fait que toute formation, elle suppose que pendant un moment, on soit moins efficace qu'avec les vieilles recettes. Et quand on apprend, pour être quantitativiste, si je transitionne d'un logiciel de statistique à un autre, pendant un certain temps, je vais faire moins vite et je vais faire moins bien. Mais je sais que 6 mois, 1 an après, je ferai plus vite et je ferai mieux. Et en fait, je me demandais dans quelle mesure les organisations, et notamment dans le monde de la santé, elles laissent la place aux professionnels qui se forment d'être un peu moins efficaces pendant un moment pour pouvoir devenir plus efficaces après. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un doux rêve? Oui, c'est intéressant. Moi, je dirais que c'est un doux rêve. Hein. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Je vois mes infirmières, mes aides-soignantes dans le service. Alors, on essaie de mettre en place des formations. Hein. On a mis, par exemple, on a mis des cours en ligne. Enfin, on essaie de programmer des séances de simulation qu'on n'a toujours pas pu mettre en place parce que quand il vous manque continuellement 1 à 2 infirmières, comment voulez-vous extraire? Donc j'ai envie de dire que c'est un doux rêve, en tout cas dans le... Donc voilà quoi. Moi je suis pas très optimiste. Bon après il y a un bémol, c'est que encore une fois il faut accompagner les gens dès l'école. En fait c'est ça qui va à mon avis nous sauver. C'est-à-dire que dans une équipe vous avez plusieurs générations. Donc il y a celles qui arrivent et puis les plus anciennes. Et là, il y a le compagnonnage, il va dans les 2 sens. C'est-à-dire que le jeune va montrer, enfin, va faire découvrir d'autres choses. C'est complémentaire pour moi tout ça. Donc voilà. Je ne sais pas si tu voulais. Non, je pensais à un autre sujet qu'on n'a pas abordé, mais bon, on pourrait discuter pendant des heures. C'est celui des applications numériques. Des interfaces avec le patient. On parlait tout à l'heure avec Véronique Fauchier d'une application qui permet de faire recours à des spécialistes sans bouger le malade finalement. En pédiatrie, vous savez que les services d'urgence sont complètement saturés avec des délais d'attente qui sont parfois incompressible et insupportable. Et donc, il y a des applications qui se lancent dirigées par des médecins, des infirmières puéricultrices pour donner des conseils à des jeunes parents pour éviter de venir à l'hôpital avec des systèmes d'abonnement derrière. Donc, il y a effectivement une logique commerciale. Et ça rejoint une interrogation générale que je me fais depuis le début de cette matinée, c'est le rapport entre le commerce, l'informatique et le besoin de l'utilisateur final, quoi. Où il y a parfois des enjeux, on se demande si le produit a été effectivement pensé pour l'utilisateur et si une fois que le produit est vendu, on ne cherche pas véritablement à l'adapter aux besoins de l'utilisateur. Ça, c'est une vraie question qui fait débat. La question, elle était intéressante, puis d'une certaine manière, Thomas, je parle sous ton contrôle, m'a fait un peu écho à la question que tu posais tout à l'heure, de la question de la responsabilité, parce que là si on reprend l'exemple de ces parents qui ont à disposition, on pourrait imaginer dans le cas d'une mauvaise décision des parents, quid de qui est responsable, un peu comme nous avait montré notre collègue David Bacos, où il expliquait sur la médecine prédictive, où il était capable de dire, voilà, dans 15 ans, vous allez développer une DLMA, et puis dire, si je dis rien, parce que factuellement, il n'y a rien, donc je pourrais ne rien dire, mais puisque je le sais, je le dis, mais la personne pourrait me dire, oui, mais au moment où vous m'avez dit de faire, il n'y avait pas. Et donc, effectivement, ça rejoint un peu ce que disait Thomas. Thomas, d'ailleurs, si tu veux, tu avais une question, je crois.
Oui, mais aucun rapport. C'était tous les trois, vous avez parlé en fait de l'importance pour l'étudiant de faire un effort et que c'est vraiment important dans les apprentissages, même si ça ne va pas lui servir tout de suite, parce qu'il y a tout de suite une application, une machine, un outil, un algorithme qui peut le remplacer, par exemple pour faire quelque chose, une boucle simple, pour enlever un polype, ou pour faire je sais pas, une suture simple. Mais vraiment, c'est important. En neurosciences, on a bien montré, on a étudié les cerveaux des taxis. On s'est rendu compte que les cerveaux des taxis, quand ils apprenaient toutes les rues de Londres, elles changeaient. Et qu'apprendre, derrière, il y a des conséquences anatomiques, il y a des conséquences stratégiques, et c'est coûteux d'apprendre. Et il faut que ça soit un peu coûteux quand même, parce que sinon on n'apprend pas. Quand j'étais à Lausanne, il y a un enseignant de formation qui est prof d'informatique, il disait mais un livre ça sert à rien pour apprendre, c'est vraiment le scénario d'utilisation. Je vais l'ouvrir, je vais faire un effort, essayer de comprendre. Mais il était aussi complètement contre ce technosolutionnisme. Et effectivement, il y a des technologies comme le GPS qui entraînent des désapprentissages, à s'orienter, comment faire pour demander son chemin quand on est perdu, alors que maintenant tout le monde a un GPS. C'est des trucs qu'on a un peu désappris, effectivement. Ouais. Moi, je suis très admiratif par rapport aux chirurgiens, parce qu'on faisait une réunion avec Jean-Philippe et Drifa hier. Moi, j'ai passé 3 quarts d'heure à discuter avec une cadre sur comment on peut organiser une formation en psychothérapie pour des psychologues. C'était surréaliste, quoi. C'est pas financé. Bon, et c'est vrai que voilà, il y a des outils pour faciliter l'accès, et vraiment voilà, on a des gros besoins, et puis des choses voilà qui sont pas forcément évidentes, et puis le bon moment de la formation, parce que c'est normal que quelqu'un il a un peu de bouteille pour commencer à faire de la chirurgie ou de la psychothérapie. Donc si on forme trop tôt, il n'a pas forcément suffisamment d'expérience. Si on le forme trop tard, il a plus de temps. Donc c'est vraiment pas simple. Mais cette histoire. Thomas, tu ne crois pas que par rapport à ce que tu dis, par rapport à Drifa et puis Hubert, qui sont un peu comme Julien Berrouet dans des spécialités, que c'est lié à une sorte de difficulté à projeter la solution technologique en psychiatrie, ou à toi par rapport, là vous parlez beaucoup de robots, etc. Et ça me fait penser un peu à ce que disait Thierry, quand il disait il y a une sorte d'aveuglement autour de l'IA. Je vais très mal le dire, donc tu reprendras, mais il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire autour des robots qui vont remplacer, qui vont tuer, qui vont faire la guerre. Puis souvent il nous disait, c'est pas forcément là qu'on devrait regarder, c'est plutôt sur les données, les traces qu'on laisse, etc. Est-ce que là, c'est pas la spécialité par rapport à qui fait qu'on matérialise moins, alors qu'un chirurgien, on voit très bien comment il peut déléguer ou être accompagné par un robot pour voilà, faire le geste technique ou diagnostiquer, etc. Pour le chirurgien, l'anatomie, c'est absolument indispensable. On parlait de la table anatomage. En fait, on dit que les anatomies, c'est probablement faux, sont de mauvais chirurgiens. Parce qu'un bon chirurgien, il doit connaître l'anatomie, c'est absolument indispensable, comme le radiologue, mais il doit connaître les variations anatomiques. Et donc, toutes les variations anatomiques font qu'un patient sera différent d'un autre, et il n'y a pas de modèle reproductible. On n'est pas tous des clones les uns des autres. Et donc ça s'apprend par l'expérience. Effectivement, on retombe sur le compagnonnage. Et c'est un frein à l'usage des outils numériques. Je vais juste ajouter, c'est pas que de la technicité. À chaque fois, enfin moi j'ai souvent ce discours auprès de mes internes, on n'est pas des enfileurs de tubes. Vous devez savoir pourquoi vous faites le geste, et il y a une conséquence, et donc ce que vous allez voir va entraîner autre chose. Il y a une réflexion derrière. Donc c'est sûr que c'est, j'ai envie de dire, c'est le haut de l'iceberg. Tu as un polype. Tu dois l'enlever, comment l'enlever, enfin comment le caractériser, etc. Mais n'empêche que, oui, il faut apprendre. Alors, quand on fait de l'endoscopie, il y a le geste, mais il y a la réflexion qui va derrière. Donc, tout est lié. Il y avait une question, je crois. Vous présentez, monsieur, s'il vous plaît. Tu m'entends ? Bonjour, Thibaut Dentaire, donc je suis sociologue chez Saint-Gobain. J'ai une question par rapport à la notion de responsabilité que vous évoquiez juste avant. Je fais des analogies, il y a d'autres
type de secteur dans lequel des technologies, on va dire, nouvelles viennent renforcer l'opérateur, on voit dans certains secteurs des questions qui se posent justement sur ce que ça génère dans la capacité à prendre la responsabilité de la part de l'opérateur et dans certains cas à ne pas vouloir décider et laisser d'abord l'outil technologique orienter une décision. Si je prends un exemple très trivial, l'arbitrage vidéo dans le football, on voit bien dans certains cas des arbitres qui du coup n'osent plus prendre de décision par eux-mêmes, vont d'abord déléguer à la technologie pour ensuite éventuellement restatuer ou ne pas restatuer. Et du coup, ça met une sorte d'interaction comme ça entre le système automatisé, vidéo, peu importe, et l'opérateur humain. Et parfois, des jeux d'influence ou des on va dire, difficulté à prendre des décisions fermes parce qu'on ne sait plus, face à la technologie, si on peut venir décider. Donc dans des enjeux comme les vôtres qui sont très importants, je me demandais si c'est des choses qu'on peut voir ou qu'on peut observer et qu'est-ce que ça dit de ce moment où il y a une permanence entre des décisions qui sont prises sur l'ancien modèle, comme on faisait avant, papier-crayon, quand il y a la cohabitation entre le low-tech, l'high-tech comme ça, comment on fait pour trancher la responsabilité de la décision? De toute façon, enfin moi, j'en suis encore là au papier. Je ne suis pas au papier stylo. Ce que je veux dire, c'est que ma responsabilité est entière. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Maintenant, que vous utilisiez tel ou tel outil, c'est vous qui faites le geste. Donc, pour moi, il n'y a pas d'interrogation à ce sujet. Enfin, Non, je parlais que de ce que je connais, mais la robotique, en fait, c'est un très mauvais terme en chirurgie, parce que c'est tout sauf un robot. C'est de la téléchirurgie, ou c'est un télémanipulateur. Donc la personne responsable, ça reste le chirurgien en charge du patient qui est installé à la console, mais qui n'est pas auprès du patient. Mais si le chirurgien qui est auprès du patient fait un accident en mettant un trocard ou dans le patient, c'est le chirurgien qui est à la console qui va être responsable de la globalité de l'intervention. Et puis on peut déléguer une partie de l'intervention à un jeune, puisque ces robots, ils sont bien faits. Il y a des doubles consoles, un peu comme le système auto-école, où donc le maître et l'apprenti sont tous les deux sur une console côte à côte, et le maître peut à tout moment reprendre la main sur l'instrumentation télémanipulée. Donc le problème de la responsabilité, il est très vite réglé. C'est le chirurgien en charge du patient qui travaille en équipe avec des personnes qui sont plus proches du patient que lui. Moi, je pourrais éventuellement compléter en disant que je pense que la responsabilité, elle est difficile à endosser quand on n'est pas assez informé. Et se pose beaucoup en intelligence artificielle, notamment, parce qu'on essaye de faire des systèmes qui vont petit à petit prendre des décisions à notre place. Il faut absolument que cette IA possède une propriété qu'on appelle l'explicabilité. Il faut que l'IA soit capable de nous dire pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à cette décision-là, sur quelles données elle s'est basée, quel est le cheminement logique qu'elle a suivi pour aboutir à cette décision. Donc si on ne comprend pas ce qui se passe dans la boîte noire, la machine a dit que. Bon, puis comme la machine, habituellement, elle se trompe relativement peu souvent, petit à petit, on a appris à se décharger sur la machine. Mais je crois que ça, pour le coup, c'est dangereux. Aujourd'hui, on a toujours des avions qui volent avec toujours des pilotes pour l'instant. Alors qu'a priori, globalement, les machines savent décoller, atterrir. Oui. Si tout est bien calé, normalement, ça le fait à peu près. Et pourtant, il y a eu des expérimentations relativement récentes dans le domaine militaire, notamment en Chine. Il y a un article qui est paru il y a 2-3 mois de tout ça, où on montre qu'en cas de combat aérien, alors pour l'instant on est resté dans le cadre de simulateurs de vol, les machines étaient devenues totalement imbattables, avec des taux des taux de réussite qui frôlent vraiment les 100%, alors que jusqu'ici on était dans 9 cas sur 10, globalement la machine y arrivait. Tout ça parce que on a appris à l'IA à expliquer pourquoi elle prenait une décision, et elle a été ensuite coachée par un pilote qui a corrigé le système de manière relativement fine pour supprimer les erreurs de raisonnement. Et ça, c'est une avancée parce que jusqu'ici, en fait, on avait plutôt un système boîte noire qui était capable de s'entraîner à long terme, mais qui n'était pas capable d'expliquer réellement comment il faisait. Donc on en était arrivé à des choses assez rigolotes, à faire une sorte d'IRM pour IA qui, quand on titillait certains éléments, permettait de savoir quels étaient les circuits à l'intérieur de l'IA qui s'activaient, et on pouvait essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et là, il y a eu une avancée assez importante qui permet, pour ces systèmes qui étaient purement en boîte noire, dans certains cas, de pouvoir
comprendre comment elle fonctionnait, de pouvoir l'expliquer, donc de pouvoir la corriger. Alors qu'avant, en fait, il n'y avait pas moyen de corriger. En fait, on essayait à travers les données de réapprendre le modèle pour qu'il soit plus performant, quoi. Donc je pense que c'est beaucoup lié à ça aussi. Ça pose également un problème qui revient par rapport à la question de tout à l'heure, c'est quelle confiance on a dans le système. Et pour avoir cette confiance dans le système, il faut être soi-même apte à juger de sa performance. Donc c'est pour ça que nous, on continue d'expliquer aux étudiants que non, la machine ne va pas les remplacer, il faut qu'ils sachent faire le travail et il faut qu'ils soient capables de monitorer ce que l'IA propose. Et si effectivement on se rend compte que tout fonctionne correctement, on va laisser la machine faire parce que finalement, elle a des capacités de répétabilité qui sont bien supérieures aux nôtres. Mais il faut quand même que nous, on sache si effectivement elle se trompe ou pas, quoi. Je crois que Marine, où ça? On voit pas. Docteur Tu n'as pas envie de me voir. C'est bon, si, mais tu es masqué par... J'ai une question que je voulais poser avant celle de Thomas, avant celle-ci, avant vos réponses, mais en fait, ça va extraordinairement dans le sens de ma question. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir la même rigueur sur la façon, on a parlé de neurosciences, dont on évalue nos propres processus cognitifs dans la prise de décision médicale, sachant que notre métier, finalement, c'est une prise de décision médicale avec un certain nombre de biais cognitifs, d'heuristiques. On l'apprend souvent en situation d'incertitude, avec du stress qui peut nous amener à prendre des mauvaises décisions. On sait que les erreurs médicales, c'est souvent des erreurs humaines. L'analogie avec l'aviation, elle est toute faite aussi. Et je me dis, dans l'utilisation, en tout cas notamment dans la formation, ne doit-on pas avoir le prisme effectivement de l'innovation qui rentre dans nos usages et par nos organisations d'un point de vue macro, mais aussi rétrospectivement ou en parallèle, évaluer comment cognitivement on appréhende ces nouvelles données, comment on utilise ces technologies, comment l'IA peut lever une incertitude, mais comment derrière nous on passe à l'acte dans une prise de décision qui peut être une erreur médicale parfois, malgré tout, alors qu'on a l'impression qu'on a levé l'incertitude, parce que dans nos examens cliniques, dans la façon dont on mène un dossier, on essaie de lever l'incertitude, de faire des diagnostics pour pouvoir proposer des choses. Mais parfois, notamment en gériatrie, on est obligé de passer à l'action et de prendre des décisions malgré un certain nombre d'incertitudes. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour les étudiants. C'est difficile parce qu'ils ne comprennent pas forcément des fois leur prise en charge et ils sont intolérants à cette incertitude. Et on devrait d'autant plus, avec l'arrivée des technologies, peut-être recentrer sur nos propres mécanismes cognitifs et être plus expert sur la façon dont on réfléchit pour avoir des processus et éviter l'erreur cognitive, éviter une prise en charge imparfaite à un moment donné, avec l'utilisation notamment des nouvelles technologies. Voilà, la réponse, c'est la simulation. La formation par la simulation, où on analyse les processus cognitifs par une auto-réflexion de l'apprenant. On ne dit jamais à un apprenant qu'il est nul, on lui dit qu'il a un fort potentiel d'amélioration et on lui fait dire ce potentiel d'amélioration par l'auto-réflexion sur son erreur. L'erreur, ça devient du matériel pédagogique. Et donc, ce que vous venez de dire, c'est typiquement tout ce qu'on fait en simulation. C'est exactement le processus. J'ai envie de dire aussi, ce dont tu parles, c'est l'expérience. Et ça, tu vois bien, au fur et à mesure de ta pratique, tu évolues, tu deviens de plus en plus performant. Et je pense que l'IA, parce que chaque individu est différent, parce que tu as vu ça une fois et tu l'auras vu qu'une seule fois, donc tu ne peux pas l'intégrer dans un programme. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un médecin expérimenté et puis le jeune médecin. Et j'ai envie de dire, c'est un peu aussi une satisfaction d'évoluer dans ton métier. Donc, je ne suis pas sûre que les outils numériques nous enlèvent ça. Et j'espère en fait que non, parce que c'est un peu ce qui nous fait plaisir. Enfin, plaisir quand il n'y a pas de faute, bien entendu, mais je ne suis pas sûre qu'on soit si mauvais que ça. Qu'on soit mauvais, mais je pense que c'est le risque finalement de croire qu'en l'outil, notamment la décision ou ce qu'on disait là sur l'IA, qui est pas forcément qu'il faut qu'on ait une modération sur parce que c'est nous qui prenons la décision derrière. Si on n'a pas cette rigueur cognitive que l'on a eu avant avec le papier, parce que le copier-coller, c'est un biais cognitif, c'est un biais de copier-coller, et on intègre une information que l'on ne vérifie pas et qu'on ne met pas à l'épreuve des faits. Donc en fait, les technologies, elles peuvent nous permettre d'aller vite sur certaines choses, mais aussi faire l'épargne de l'apprentissage un peu difficile
qui fait que on n'est pas capable finalement d'avoir ce pare-feu ou d'avoir cette réflexivité sur notre propre travail. C'est pour ça que je pense que connaître la façon dont fonctionne une IA, mais aussi connaître la façon dont nous, on intègre des informations qui amènent au traitement de l'information, qui amènent à une prise de décision, ça nous permet aussi d'avoir les armes pour se dire dans certaines situations, il faudrait être plus réflexif ou non. Mais dans le cadre de la simulation, c'est ça, mais je pense que c'est de façon un peu plus globale et peut-être que même dans la formation initiale et continue, il faut qu'il y ait ce discours-là. Alors, c'est des données de la science très robustes en neurosciences sur les prises de décision. Donc, il y a même 2 prix Nobel d'économie sur le sujet. Et donc, du coup, mais j'ai l'impression que les étudiants ne sont pas trop au fait. Et l'innovation, c'est peut-être aussi encore un levier pour remettre ça au goût du jour. C'était ça ma question. Mais c'est un peu ce que tu disais par rapport à tes étudiants. Ils veulent tout de suite taper sur le... nous aussi, on doit dire à nos étudiants que non, ça ne se passe pas comme ça. L'outil, vous l'aurez, mais il faut d'abord acquérir une certaine maîtrise et une compréhension de la clinique. Et... Tout ça se fait une temporalité, et Thibaut et Thomas, vous répondez sur... Non, je disais tout ça... Non, mais on va donner parce qu'on l'a déjà largement dépassé. Je disais tout ça, on ne l'a pas évoqué, se fait dans un contexte de temporalité extrêmement rapide, où le changement, on ne le regarde pas comme un historien sur sa longue durée, on le vit en même temps qu'il se fait. Il y a une dernière question, parce que je vois que les yeux d'Isabelle se noircissent au fil des minutes qui passent. Alors, je suis Mélissa Vicuis, journaliste. Donc, moi aussi, j'ai une question. Il était tout à l'heure question de l'attractivité de la formation des internes en médecine. Et moi, je me pose la question de l'attractivité des formations pour ce qui est des paramédicaux. Donc, par exemple, infirmier, aide-soignant, manip radio. Du coup, tout à l'heure, M. Brouard disait qu'il avait envie que ces étudiants ne soient pas que des exécutants et qu'ils soient aussi dans l'innovation. Donc je me demande, est-ce qu'on pourrait avoir cette exigence aussi pour les paramédicaux, justement pour revaloriser ces métiers et ces formations, d'autant qu'il me semble que les paramédicaux souffrent parfois d'être traités comme, ou d'avoir l'impression, en tout cas, d'être considérés comme des exécutants médicaux. Donc est-ce que le numérique pourrait aussi changer ce rapport-là, rendre plus attractifs ces métiers? Et je poursuis ma question en disant qu'il a été question aussi tout à l'heure que plus de technologie, donc plus d'humains, donc peut-être plus de techniciens, plus d'ingénieurs dans les services. Est-ce que c'est ça? Et du coup, à votre avis, comment vont réagir les personnels soignants qui sont déjà en sous-effectif chronique s'ils voient arriver dans les services ces nouveaux professionnels alors qu'eux ne seraient pas formés et ne seraient pas plus nombreux? Beaucoup de questions intéressantes. On avait simplement, j'avais employé le mot transversalité, c'est-à-dire que nos métiers, en effet, on travaille avec d'autres, et c'est ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, mais je pense que je peux parler pour tout le monde, cette transversalité, on travaille sur vraiment d'autres professionnels qui nous apportent, et c'est continuellement des échanges. Et quand vous parlez des paramédicaux, c'est la même chose la journée. Quand vous collaborez au sein d'un service et on travaille autour d'un patient, eh bien, on échange et l'échange se fait en fonction des points de vue. Et vous avez tout intérêt à accompagner vos paramédicaux à ce qu'ils puissent gérer, à ce qu'ils puissent avoir le bon code pour qu'on puisse aboutir à une prise en charge optimale. Après, encore une fois, on en revient toujours, c'est le temps. On essaie, dans la mesure du possible, parce que vous vous êtes bien rendu compte que dans la vie d'un service, c'est pas toujours simple, mais dans la mesure du possible, on essaie toujours de valoriser le travail des uns et des autres. Moi, quand j'accueille les externes dans le service, je leur explique quel est le rôle des uns et des autres, parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis l'apport, moi j'ai appris aussi au contact des paramédicaux. Mon métier, ce n'était pas simplement des connaissances. Donc on a tout intérêt à travailler ensemble. Alors ils ne sont pas encore dans les services, ces ingénieurs, en tout cas pas directement au contact, mais ils le sont à travers des outils qu'on doit... on doit acquérir une certaine maîtrise, et c'est là où on intervient, et c'est là où l'échange, et encore une fois, le temps d'échange est nécessaire. Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a un moment donné, il va falloir se poser.
Non. Très rapidement, l'exemple de la checklist au bloc opératoire est intéressant à ce titre, puisque les professionnels doivent échanger sur les pratiques. Donc il y a 3 temps de checklist, c'est comme quand on décolle un avion, hein. Et donc l'infirmière de bloc est en charge de saisir informatiquement la checklist. Et donc elle est obnubilée par son ordinateur, alors que le médecin, le chirurgien et l'anesthésiste s'occupent du patient, et que l'infirmière, normalement, devrait s'occuper de la position du patient, de toute la disponibilité du matériel, etc. Donc on voit que s'il y avait un accompagnement de cette professionnelle paramédicale, pour répondre à votre question, au niveau de la saisie informatique des données, ça serait intéressant. Le temps est écoulé, donc je voulais faire une synthèse, j'en ferai part. Donc je vous remercie tous les 3, puis je retiens quand même la phrase d'Hubert, parce que ça c'est des éléments de langage. Aux étudiants, on dit vous n'êtes pas nuls, vous avez un potentiel d'amélioration. Celle-ci, je la garderai parce que je pense qu'elle fera mieux passer la pilule. En tout cas, merci tous les 3 de vos lumières. Merci à vous.